Vous affirmez depuis longtemps que l'universalisme ne serait pas la catégorie phare des Lumières, mais plutôt la catégorie désastreuse par excellence. Pourriez-vous expliquer cette formulation a priori surprenante, voire choquante ? Je crois que c'est un point capital qu'il faut regarder en face si nous voulons cesser de nous égarer. C'est un problème difficile, mais qui tient dans sa main une bonne partie de ceux auxquels nous sommes confrontés. Il n'est pas le seul. On pourrait citer par exemple celui de l'identité. On dit que la prochaine présidentielle se jouera sur cette question de l'identité. Or, c'est bien une question délicate, pas un thème de campagne. Il ne s'agit pas de faire de la philosophie pour faire de la philosophie, mais il ne s'agit pas non plus de faire de la politique au doigt mouillé, peu ou prou en démagogue, sans réflexion de fond sur les questions de fond, et alors que de lourds nuages s'amoncellent à notre horizon, à dire le moins. Ces questions, l'universalisme, l'identité et d'autres, ont une dimension philosophique certaine, mais elles sont d'abord et avant tout politiques. Elles sont au cœur de ce qui travaille notre pays, et au point où nous en sommes, il n'y a plus le choix. Il faut les reprendre de fond en comble, radicalement, c'est-à-dire à la racine, confère Marx. Bref, je vois mal qu'on puisse faire l'économie de ces questions comme question. L'identité, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, à l'occasion du dernier ouvrage de Cousdière et d'une conférence qu'il avait donnée à ce sujet. Il me semble nécessaire de revenir maintenant, et d'une certaine façon symétriquement, sur cette affaire d'universalisme qu'on voit sans cesse invoquée par tout le monde et n'importe qui, à tout propos et hors de propos. Cet universalisme, si prégnant dans les discours, est en effet l'un des points de vue qui fausse le plus notre regard sur les choses, notamment les choses essentielles. Il est l'une de ces évidences, entre guillemets, partagées par tous sans plus y réfléchir, y compris les plus instruits, qui emploient cette banalité sans la moindre interrogation. Autrement dit, qui sont employés par elle. Cela alors qu'elle constitue une bévue, et même, pourrais-je dire, une bévue calamiteuse. Il me semble donc urgent de balayer cette fable, qui s'exerce tout spécialement dans le domaine des valeurs, affirmées être l'universel par excellence, et qui ne sont que du vent. En fait, le masque irénique et affabulateur d'une entreprise dont la vérité est la liquidation de notre existence historique comme pays, peuple, culture, civilisation. Alors, vous nous parlez de valeurs, mais que valent au juste les valeurs ? Bonne question. Que valent les valeurs ? La question est aporétique. Elle montre par sa formulation même que l'on est pris dans un cercle vicieux. On pourrait dire, paraphrasant Claudel, ou Clémenceau, ça n'est pas bien clairement établi, les valeurs, il y a une bourse pour cela. Le divin marché, dans l'extension sans fin de son domaine, finira bien, en effet, un jour par en décider, du moins peut-on le conjecturer. En fait, depuis que les valeurs ne sont plus cardinales, mais au bon vouloir de chacun, selon sa subjectivité, ses désirs, sa liberté, depuis ce moment, elles ressemblent, ces valeurs, à ce qu'elles tentent de combler, le vide. C'est pourquoi, in fine, elles ne valent rien, et pas seulement parce qu'elles s'équivalent toutes par principe. Que toutes les valeurs se valent et qu'elles ne valent toutes finalement rien, c'est le b.a.-ba du nihilisme. Mais il y a un amont de ce mécanisme. Et cet amont, c'est ce que l'on vient de dire. À quoi elles servent, ce qu'elles remplacent, ce qu'elles essayent d'occuper, et qui est foncièrement, on le verra, un vide. On prétend néanmoins, à tout bout de champ, porter, c'est le mot à la mode, des valeurs à vocation universelle. Ce qui est au mieux absurde vis-à-vis de ce qui précède, et au pire, impérialiste, pourrait-on dire. Il est vrai du reste que la marchandisation technique veut coloniser le tout de la vie humaine et du monde. L'illogisme d'un relativisme unitaire, d'une similitude déflagrée, ou d'une diversitude similaire, comme on voudra le dire,
est la condition pour prétendre à l'universel. Mais celui-ci se révèle en retour sous un jour plus que contestable. Et puis, dans le cadre d'une société de masse et de com, ces valeurs sont ce qu'il y a de plus manipulable, le matériau par excellence de la grégaritude spectaculaire et la base de toutes les réactions sentimentales émotives lourdement entretenues par les médias et faisant office de vécu comme de lien social pour nos égarés modernants. Mais revenons au sujet, les Lumières, l'universalisme, le désastre. S'agissant des Lumières, le dit universalisme des Lumières, et partant de la Révolution française, n'est qu'un fragment de discours rigidifié, devenu au fil du temps une ritournelle, un mantra. Au XVIIIe siècle, une seule institution se pensait universelle, l'Église catholique. Les Lumières, à vrai dire parfois déjà illuminées, pour ne pas dire occultistes, et cela n'ira pas en s'arrangeant par la suite, voir Philippe Muret et son XIXe siècle à travers les âges, les Lumières étaient fondamentalement relativistes, confèrent par exemple la théorie des climats. En fait, elles ne croyaient plus à l'universel de leur temps, c'est-à-dire le message catholique. De même, les Lumières dans les pays imprégnés par le protestantisme étaient, elles aussi, relativistes. L'universalisme prêté aux Lumières est une construction a posteriori. Malgré une éloquence souvent enivrée d'elle-même, les hommes des Lumières n'avaient en rien envisagé ce que l'on nous vend aujourd'hui à ce titre, qui leur aurait sans doute paru complètement fou, ce qu'il est. À titre d'indication, cette citation remarquable du géant des Lumières, Kant, tirée de son projet de paix perpétuelle, où, notons-le au passage, il est déjà question d'un prototype de SDN, ou d'ONU si l'on veut. Citation. Il n'existe pas de droit à émigrer dans un autre pays, droit qui pourrait fonder des réclamations. Il n'existe qu'un droit de visite, valable pour tous les êtres humains. C'est à cette condition d'accepter le droit de visite mais de refuser le prétendu droit d'immigrer que l'on pourra maintenir des relations pacifiques entre les peuples. Fin de citation, on ne saurait mieux dire. Et puis la France ne commence pas aux Lumières ni à la Révolution. Un peuple n'est pas une idée, il excède à tous égards ses idées d'un temps ou d'un autre. Enfin, et peut-être surtout, l'on n'oubliera pas, contre le devenir fou des idées chrétiennes sécularisées, que l'universel chrétien est, dans le même temps, consécration de l'irréductible singularité humaine. Or, c'est à la singularité que l'universalisme, qui est une politique de l'universel, s'attaque. Comment expliquez-vous que l'universalisme s'attaque à la singularité humaine? Tout particularisme n'a-t-il pas pour vocation, si j'ose dire, à se penser comme universel? Oui, bien sûr. La propension naturelle, entre guillemets, à considérer comme universelle sa façon d'être dans le monde, sa façon propre de l'habiter avec les siens et dans le sillage, même insu comme aujourd'hui, de ses anciens, n'est qu'une conséquence de la simple focalisation humaine sur ce qui lui est coutumier, par besoin de stabilité, de sécurité. De plus, elle peut se justifier dès lors que les choses sont dans l'ordre, comme j'y reviendrai plus tard, à savoir conforme à la bonne articulation du singulier et de l'universel, où ce dernier surgit de la singularité et non pas l'encadre en retour qui pisait au profit d'une idéologie, d'une entreprise. Mais elle finit par oublier cette propension naturelle que l'être humain est un être de possibilité, un être du lointain, dans l'horizon duquel seulement une proximité, ce qui est autre chose que le proche, peut exister. Que la proximité recouvre le proche et le lointain devient un simple éloignement, distance. Or, l'Europe a toujours eu un rapport singulier avec ce proche et ce lointain. C'est toute son histoire, c'est la source de ses œuvres, et c'est aussi la source de ses reprises successives.
L'histoire européenne a même cette originalité profonde d'être explicitement fondée sur des secondarités en cascade, donc sur des reprises paradoxales. La Grèce pour Rome, l'Ancien Testament pour le Nouveau, le monde antique pour l'Europe. Des secondarités qui interdisent l'identité comme seul rapport à l'origine, qui permet un rapport créateur à celle-ci, au plus près de son rôle de dispensation de destin. Sur ces questions de secondarité, notamment, je recommande la lecture des excellents livres de Rémi Brague. Subsumer le singulier sous l'universel est un renversement fatal. Et asphyxier ce singulier sous cette chape de plomb de l'universel, tout en jurant l'exaucer plus que tout, est le pire des mensonges. C'est celui de la modernité. Elle est une attaque normative de type technique, non seulement contre tout particularisme, mais plus fondamentalement contre toute singularité. Quel est selon vous le rapport entre ce détournement de l'universel et le désastre, avec un grand D ? Alors s'agissant du désastre maintenant, avec un grand D en effet. Qu'on puisse caractériser notre époque d'un mot, désastre, tout le monde un tant soit peu lucide en conviendra, je l'espère, à tel point qu'il ne me semble pas bien nécessaire de développer la chose. Nous y sombrons de toutes parts, et tous les jours un peu plus. Notre pays semble être, à certains égards, aux toutes premières loges de ce désastre. C'est que l'une des causes majeures de ce phénomène, l'universalisme, passe pour être une revendication et même une passion typiquement française. Il serait mieux, à mon sens, de considérer qu'ils en sont l'un des excès. L'universalisme est le creuset de tous les totalitarismes. Et après ces échecs tragiques et sanglants au siècle dernier, avec la classe ou la race, il culmine et triomphe aujourd'hui, dans la modernité modernante. Se décrétant inéluctable, horizon indépassable, comme l'on dit maintenant, cette modernité est le plus réificateur des universalismes. Elle objectise absolument tout. Elle est dans son hubris, sa démesure, la servante du remplacisme technique. Elle est le désastre. Finkielkraut a écrit « Rien n'est plus dangereux que l'appropriation de l'universel ». Si son appropriation est dangereuse, c'est que l'universel lui-même comporte ce danger. Or, cette appropriation, c'est ce que nous faisons sans l'ombre d'une interrogation. Pire, comme déjà indiqué, nous le faisons en la couplant avec un relativisme absolutisé, un oxymoron à finir dans des nuits à dormir debout. Décidément, la raison avec un grand R, elle aussi, la raison raisonnable ne saurait y retrouver ses petits, elle qui est censée être le fer de lance de tout le processus. C'est-à-dire, on peut le noter au passage, en être la raison. La raison est la raison de la raison. Nouveau cercle vicieux, nouveau problème. L'universalisme, appropriation de l'universel, est une tentative d'appropriation de l'infini dans l'évidement de la généralité la plus évanescente et le conditionnement technique. Il est un moyen politique, coercitif, en vue d'accomplir la vengeance contre la finitude par une néantisation suicidaire. La nouvelle frontière, c'est qu'il n'y a plus de limite, parce que l'on veut croire que l'on a piégé l'infini. En fait, c'est ce dernier qui n'a probablement pas fini de se venger. La possibilité d'une reprise passe par la reconquête des limites, c'est-à-dire du politique. L'universalisme est ce qu'il faut dynamiter en premier pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un pas hors de l'ornière. La question de l'identité, pour y revenir, plus épineuse qu'il semble tant à ceux qui la revendiquent qu'à ceux qui la nient. Cette question de l'identité ne saurait être tranchée si l'on n'a pas d'abord tiré au clair celle de l'universalisme.